Bonjour Olivier Faure. Bonjour à tous les deux et bonjour à ceux qui nous écoutent. Avant de parler avec vous du plan de relance, vous nous direz si vous estimez qu'il est de droite, de gauche ou peut-être même un peu des deux. D'abord le retour médiatique de Lionel Jospin. Il revient donc avec un livre, il donne des interviews. Il vous avait manqué et est-ce que c'est une voix qui manquait à la gauche ? Oui, c'est une voix essentielle pour la gauche. Lionel Jospin est celui qui nous avait amené à une forme de fierté pendant le quinquennat pendant lequel il a gouverné. Et au 21 avril dans la foulée ? Et au 21 avril dans la foulée, pour des raisons qui étaient déjà liées à la division de la gauche. Et c'est vrai que c'est un homme qui a puissamment compté dans l'engagement de beaucoup d'entre nous, et en tout cas c'est mon cas. Aujourd'hui, c'est encore une voix qui compte ou c'est l'ancien monde ? Écoutez, moi je déteste cette façon de considérer le monde entre l'ancien et le nouveau. Il n'y aurait pas de nouveau monde s'il n'y avait pas un ancien monde. Et le socle sur lequel nous reposons aujourd'hui, il est lié à l'œuvre de ceux qui ont gouverné avant nous. Et donc plutôt que de chercher à laisser penser que tout commence avec soi, l'humilité recommande quand même de regarder ce qui s'est passé aussi avant. Et Lionel Jospin, de ce point de vue, est une référence, une boussole. Et pour moi, il est de ceux qui ont beaucoup compté dans mon propre engagement. Quand il dit par exemple dans une interview à nos confrères de l'Obs que sous François Hollande, l'identité socialiste, je le cite, s'est dissoute sous l'infléchissement libéral. Il n'y a pas une toute petite forme de réécriture de l'histoire. Le tournant libéral, c'est pas François Hollande, c'est au milieu du premier septennat de François Mitterrand. Je ne crois pas qu'il y ait... je pense que... si on va jusqu'au bout, la réalité, c'est que pendant la période où Lionel Jospin est Premier ministre, c'est aussi les 35 heures, c'est aussi la CMU, c'est aussi les emplois jeunes, c'est aussi la loi contre la grande pauvreté, c'est, bref, toute une série de mesures qui continuent à marquer de l'empreinte historique de la gauche, ce qui est sa vocation, plus de justice sociale et faire en sorte que ce monde aille mieux. Et donc, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que la perte des repères se fait sous le quinquennat de François Hollande, parce qu'il y a effectivement des mesures qui sont des mesures justes et sur lesquelles nous pourrions revenir, mais il y a aussi ce sentiment que le Parti socialiste n'est pas tout à fait là où il devrait être. La loi sur la déchéance de nationalité, la loi travail, le CICE sans être conditionné à un certain nombre de mesures en faveur de l'emploi, la formation ou le pouvoir d'achat. Bref, eh bien, il y a ce qu'il dit et ce que je partage, c'est que, et c'est la raison pour laquelle j'avais fait l'inventaire de cette période il y a maintenant 1 an et demi, c'est que nous avons effectivement commis des erreurs et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons progressivement perdu nombre de nos soutiens. Quand il dit, Lionel Jospin, qu'Emmanuel Macron l'intéresse, l'intrigue et l'inquiète, est-ce que vous aussi, Emmanuel Macron, vous inquiète ? Bien sûr qu'il m'inquiète. En quoi il vous inquiète ? Mais tout simplement, à la fois pour la politique qu'il mène, pour la façon dont il conduit la vie politique de manière très verticale, et parce que le risque qu'il nous fait prendre, à force de jouer ce duo avec Marine Le Pen, qui est un duo surjoué, où il a cherché à éliminer les oppositions républicaines pour se focaliser sur ce qui lui semble le servir le plus, l'opposition avec l'extrême droite, il joue un jeu dangereux parce que il présente l'extrême droite comme la seule alternative possible. Et quand l'usure du pouvoir aidant, eh bien, les Français expriment leur colère, le risque, c'est que, effectivement, un jour, ils finissent par choisir l'extrême droite. Et donc, la responsabilité que nous avons à gauche, la gauche et les écologistes, c'est de créer une autre espérance, une autre dynamique qui permette de faire en sorte que ce soit pas de ce côté-là que les choses se passent. Et on va en parler de cette possible ou pas union avec les écologistes, pourquoi pas avec les Insoumis au régional et à la présidentielle. Salia Barclia. Olivier Faure, un autre retour ce matin sur le devant de la scène, celui de François Bayrou, qui va être nommé haut commissaire au plan. C'est un bon choix ? C'est le choix du recasage d'un ex-ministre recalé pour cause d'affaires. Et donc, je ne sais pas, on verra à l'usage. Sur l'idée d'un commissaire au plan, je la partage, même si c'est assez rare de commencer à planifier en fin de quinquennat. Et j'aurais préféré que cette idée-là vienne plus tôt si elle avait vraiment un sens dans la tête du président de la République. Alors justement, on est à 2 ans de la présidentielle. La question lui a été posée hier aux 20h de France 2. Écoutez-le. Il ne s'agit en rien de préparer une élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est l'affaire du président de la République et de ceux qui le soutiendront ou de ceux qui le combattront contre les Français. Et vos réflexions, elles mèneront à des propositions et peut-être même à des investissements ? Mon idée, c'est qu'elles mènent à des options. Vous le croyez quand il dit qu'il ne va pas préparer la présidentielle ? Et vous ?
Il faut poser la question. La règle ben, étant plutôt que ce soit je crois l'invité que- qui réponde aux questions, ce qui Oui. nous arrange chaque Oui. matin. C'est vrai, mais enfin, franchement, je crois que personne n'y croit. Donc, je veux pas épiloguer. Voilà, on sait très bien que là où il sera, il cherchera à aider le président de la République à devenir candidat à nouveau, puis à nouveau président. Bon, voilà, je suis pas à commenter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez dit recasage tout à l'heure. Pourquoi ? Vous vous souvenez que Qu'il pour a une- quitté le gouvernement pour une affaire il y a qui n'a 3 pas ans, été soldée. pour une affaire qui n'est pas jugée aujourd'hui. qui n'est pas jugé. Voilà, donc examen. les mêmes causes Il est ne aujourd'hui produisent mis en visiblement examen. pas les mêmes effets. Donc désormais, effectivement, on peut être mis en examen, on peut avoir des affaires, on peut, etc. Ça n'est plus un problème pour Emmanuel Macron qui maintient au gouvernement ou qui nomme des gens qui sont dans cette situation. Mais Techniquement, François Bayrou n'est pas au gouvernement, il est au commissaire et il n'est pas rémunéré, je précise. Techniquement, il n'est pas effectivement au gouvernement. Techniquement. Et pas rémunéré. Et pas rémunéré. C'est un point pour vous qui aurait dû faire obstacle à sa nomination. Mais je ne veux pas rentrer dans des polémiques stériles. Chacun a bien compris que l'idée était de redonner un statut à François Bayrou pour lui permettre d'être totalement dans le jeu et essayer de réparer la blessure initiale quand il a dû démissionner du gouvernement. Donc j'observe simplement que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. On peut avoir, il y a 3 ans, été démissionné d'un gouvernement pour cause d'affaires, et 3 ans après, revenir, retrouver un statut dans des conditions qui sont celles que vous décrivez. Le plan de relance, 100 milliards d'euros, SAC, c'est un plan libéral, socialiste, de droite, de gauche, un plan en même temps. On va en parler dans une minute avec vous, Olivier Faure. Vous restez avec nous juste après le fil info. Mélanie Delaunay à 8h40. Mélanie qui va nous rejoindre dans un instant. En attendant, je vous propose d'écouter ce que le Premier ministre Jean Castex en a dit. C'était il y a quelques minutes chez nos confrères d'RTL de ce plan de relance. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Toujours avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, la France va donc consacrer, Olivier Faure, la France va donc consacrer 100 milliards d'euros à la relance de son économie. C'est plus que tous nos voisins en Europe, si on rapporte évidemment à la population. Sur le montant d'abord de cette enveloppe, est-ce qu'elle est à la hauteur de la crise économique et des défis qui nous attendent, Olivier Faure ? Écoutez, quand il y a le feu, on regarde pas la facture de l'eau. Et donc, il était nécessaire, effectivement, d'avoir un plan qui soit un plan massif. De ce point de vue, les 100 milliards sont bienvenus, et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Et même, je me réjouis du fait que partout en Europe, aujourd'hui, on ouvre les vannes de la dépense publique, alors même qu'on nous a expliqué exactement l'inverse il y a quelques mois encore, et que rien n'était possible. Pas grand monde n'avait imaginé ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Pas grand monde Pour n'avait... être parfaitement honnête, on n'avait pas Personne bien n'avait l'idée qu'un prévu- coronavirus allait faire Bien ça. sûr, personne n'avait prévu le Covid, mais tout le monde a prévu, par exemple, la crise climatique et qui devrait déclencher le même type de réflexe. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un virus aujourd'hui, mais qu'il y a une autre crise qui est devant nous, qui est la crise du réchauffement climatique et sur laquelle il faut agir. Après, il faut juger sur pièce ce qu'est ce plan. Et moi, ce que je vois, c'est que ça surtout, d'abord, ce n'est pas un cadeau à la France, comme l'explique Jean Castex. C'est un cadeau que les Français se payent eux-mêmes, en réalité. Mais donc, venons-en C'est en un détail. cadeau aux entreprises ? J'y viens. Ce que je vois d'abord, c'est que c'est le plan du sapeur Camembert. Parce que, en fait, vous savez, le sapeur Camembert, c'était ce personnage de bande dessinée au 19e siècle. Quand on lui demandait de creuser un trou, il en creusait un autre pour remplir le précédent. Et ainsi de suite. Donc, il y avait toujours un trou qui était ouvert. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez, en fait, un plan dont on nous dit qu'il est censé préparer l'avenir, et on aimerait qu'il prépare l'avenir. Mais la réalité, c'est que vous dites qu'on va réparer le pays, qu'on va essayer de l'emmener vers la transition écologique, mais dans le même temps, on fait aussi en sorte d'aider les entreprises carbonées, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conditions fixées à la baisse de la fiscalité pour les entreprises. Et donc oui, il y a un plan Qu'est-ce qui va pas, le fait la manque de part belle. contrepartie ? Le manque de contrepartie et l'absence de reconnaissance pour toutes celles et ceux qui auraient dû être reconnus. Rappelez-vous des grands discours enflammés du président de la République qui nous expliquait avec quelle éloquence qu'il fallait maintenant aider les premiers de tranchée, les premiers de cordée, les premiers de corvée. Parce que justement, ce sont les premiers de cordée, une fois encore, qui sont les premiers servis. Eh bien, moi, j'aurais aimé, par exemple, que pour les sages-femmes, eh bien, qui ont dû opérer, qui ont dû faire en sorte de faire accoucher les femmes pendant tout le confinement et qui l'ont fait dans des conditions qui étaient des conditions extrêmement difficiles, j'aurais aimé que ces femmes-là ne touchent pas 190 €, mais qu'elles touchent elles aussi les 1000 € qu'on a attribués à ceux qui, dans le monde hospitalier, ont été présents pour nous servir. Voilà, donc voilà un exemple. Faure, avec les 6 milliards d'euros du plan lié aux négociations du Ségur de la santé, va toucher plus que sous l'ensemble des quinquennats précédents. Mais
Nous avons une On peut opportunité. toujours faire plus, évidemment. Nous avons une entends, opportunité. mais plus que l'ensemble des mesures des quinquennats précédents. Nous avons une opportunité là qui est une opportunité sans précédent. Il y a 100 milliards. C'est pas tout à fait la même chose. Dans différents secteurs, répartis dans différents secteurs. Bien sûr. Mais sur 100 milliards, consacrés aussi peu à la santé, aussi peu à la rénovation des bâtiments, et ça, c'est juste incompréhensible. C'est la répartition à l'intérieur de ces 100 milliards que vous auriez souhaité différente, c'est-à-dire moins sous forme de baisse d'impôts des entreprises, par exemple. Oui, j'aurais aimé, par exemple, aussi que plutôt que de baisser, moi ce que je vois, c'est qu'il y a aussi un problème de demande. Et je regarde ce que font les Allemands. Ils ont baissé la TVA parce que... De 3 points. Oui, et j'entends bien que le problème aujourd'hui, c'est qu'on dit qu'il y a un bas de laine qui s'est constitué pendant la période du confinement et que donc il y a 100 milliards qui sont dans les poches des Français et qu'il faut ramener vers la consommation pour que les entreprises repartent. Bah, si vous voulez que ça reparte, il faut qu'il y ait des mesures incitatives à ça. Et aujourd'hui, je ne vois rien. Le gouvernement sur ce point, qui est que si on baisse la TVA, les Français vont peut-être acheter plus et effectivement peut-être puiser dans leur bas de laine, mais ils vont acheter principalement des pays étrangers et que ça ne relancera pas les entreprises françaises. Mais d'abord, il faut, comment peut-on faire aussi peu confiance aux entreprises françaises et comment peut-on imaginer que on puisse travailler aujourd'hui uniquement... Olivier Faure, pardon, je connais pas la marque de l'appareil qui est posé devant vous. On le donnera pas parce qu'on donnera pas évidemment parce qu'on fait pas de pub. Mais il n'est pas français. Mais je suis pas sûr qu'il soit français. Oui, il y en a assez peu de Français d'ailleurs. Oui, voilà. Donc si on distribue de l'argent et si vraiment c'est pour acheter un téléphone, on achètera un téléphone américain, chinois, coréen ou voilà. Oui, on n'achète pas que des téléphones. Non, il y a beaucoup d'autres choses qu'on achète heureusement. Et moi, ce que je vois, c'est que nos voisins allemands l'ont fait et que c'est une mesure qui est plutôt plébiscitée et que ça permet justement de sortir des bas de laine et de faire en sorte que l'épargne constituée se réinjecte dans l'économie. Mais ce que je vois aussi, c'est que le gouvernement choisit de faire un cadeau sans condition aux entreprises sur ces fameux impôts dits de production et que cette baisse-là, elle est pérenne. Les aides qui sont affectées pour, par exemple, la transition écologique, 30 milliards pour la transition écologique. Elles sont ponctuelles. En revanche, les aides aux entreprises sans condition, elles sont pérennes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, là où la société de l'après-Covid, comme on l'a beaucoup appelé, aurait dû nous inciter à repenser le modèle, à nous dire comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que on peut changer les choses, etc. Mais... Eh bien, lui, le président de la République, il utilise cette période du Covid pour mettre en place ce qu'il avait déjà prévu de faire avant le confinement et avant cette crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il déroule son plan néolibéral à un moment où, au contraire, on aurait besoin d'avoir une politique plus sociale, plus écologique, plus démocratique, et même si ça n'a pas de rapport avec le confinement, plus féministe, parce que, encore qu'il y a des rapports qu'on pourrait établir avec le confinement et avec la crise sanitaire, mais voilà, c'est ce que moi j'attendais, et c'est ce que je ne vois pas. Salia Braclia. La cascade des plans sociaux qui arrivent, est-ce qu'elle vous inquiète? Il y a les gilets jaunes qui reviennent aussi le 12 septembre. Je m'inquiète plus des plans sociaux que des gilets jaunes, pour tout vous dire. Parce que, effectivement, et là encore, ce plan de relance, il vient bien tard. Tout à l'heure, je faisais le parallèle avec quand il y a le feu, on ne compte pas sa facture d'eau. Mais quand il y a le feu, en fait, c'est à la première seconde qu'on commence à éteindre l'incendie. Et on a attendu un trimestre pour un gouvernement qui voulait être le gouvernement de la réactivité, qui voulait être la start-up nation. Il y a déjà eu, Olivier Faure, 450 milliards d'euros qui ont été débloqués depuis le début du confinement, auquel non, je ne croyais pas à cette fable. Il n'y a pas 450 milliards qui ont été débloqués. On a, en réalité, de l'argent qui a été injecté sur le chômage partiel, et ça, je m'en félicite. C'était une mesure que nous avions nous-mêmes appelée de nos vœux, bien avant, puisque c'était dans le projet que nous avons présenté au moment des élections européennes. Donc, très bien. Ça, je l'ai soutenu depuis le départ. Mais pour le reste, pour l'essentiel de ce que vous évoquez, c'était d'abord des prêts qui étaient des prêts garantis par l'État, donc qui seront remboursés. Dans quelques années, si tout va bien, si les entreprises donc ce n'est pas un don, ce n'est pas une injection totale. C'est un soutien provisoire aux entreprises. Le procès des attentats de 2015, Olivier Faure, s'est ouvert hier à Paris avec une question. Aujourd'hui, la France est-elle aussi Charlie qu'il y a 5 ans, si tant est qu'elle l'ait été entièrement il y a 5 ans? Je voudrais vous faire entendre ce que disait hier à votre place quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un ancien Premier ministre socialiste, ancien ministre de l'Intérieur également, c'est Bernard Cazeneuve. Je vois bien qu'il y a un processus d'affaissement, d'abaissement de la pensée républicaine, et que je vois aussi dans la société des courants de pensée,
des Lesquels? individus, des responsables Lesquels? politiques qui ont tendance à expliquer que la République, ce n'est pas justement l'unité, l'indivisibilité. Ce sont les indigénistes, ce sont les communautaristes, ce sont ceux qui, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, il y en a de nombreux à l'extrême gauche, qui expliquent que la République tout entière dans ses institutions est organisée pour discriminer, pour humilier. Vous parlez de la France insoumise ? Je pense à eux et à d'autres formations d'extrême gauche. Vous êtes d'accord avec lui, une partie de la gauche a lâché Charlie? D'abord, je veux revenir sur ces événements et sur le fait de ce qu'ils ont traduit de notre identité collective. Effectivement, j'entends le débat « je suis Charlie, je suis pas Charlie ». Mais « je suis Charlie », ça ne veut pas dire... On ne demande à personne d'adopter la ligne éditoriale de Charlie Ça veut dire Hebdo. la liberté d'expression, ça veut dire que nous sommes pris le droit au blasphème, qui est un droit qui existe évidemment, sans Alors, réserve. Un oui sans oui mais. Oui. Pardon, enfin, je suis en train de m'égarer, mais le droit au blasphème, ça n'existe pas. Le blasphème n'existe pas, plus exactement. Et donc, bien sûr, dans notre pays, et fort heureusement, tout le monde a la possibilité d'exprimer une opinion à la condition qu'elle ne soit pas un appel à la violence gratuite, enfin à la violence tout court, qu'elle ne soit pas nuisible à l'ordre public. Et donc, c'est ce que nous avons défendu ensemble il y a 5 ans. Toute la gauche, aujourd'hui encore. Et j'espère toute la gauche. Et effectivement, il y a aujourd'hui des courants de pensée. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont qui maintiennent une forme d'ambiguïté par rapport à cette question-là. Et moi, je suis un républicain. Et donc, je suis un républicain universaliste et je crois au message que nous portons depuis la Révolution française. Je crois que la République, malheureusement, n'a pas accompli toutes ses promesses et qu'elle a encore beaucoup de choses à donner et qu'elle est perfectible. Mais ce n'était pas l'affaire d'un jour, la République. Tout le monde sait bien que, y compris ce que Jaurès appelait de ses vœux, la République jusqu'au bout, ça n'est pas quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui. Enfin, ça n'est pas encore arrivé. Olivier Faure, et donc il y a encore des efforts à fournir. Qui est ambigu aujourd'hui à gauche ou à l'extrême gauche? Tous les courants de pensée qui ont été cités par Bernard Cazeneuve, les indigénistes, les communautaristes, celles et la ceux France insoumise. Il y a des gens à la France insoumise qui effectivement sont dans cette ambiguïté-là, pas tous. Daniel Obono. Daniel Obono en fait La partie, députée bien sûr, insoumise. oui. Bien sûr. Elle a été à plusieurs reprises flashée, si j'ose dire, sur l'autoroute de ces déclarations, et que donc il y a un certain nombre de prises de position dans lesquelles je ne me retrouve absolument pas. Et vous pensez par exemple que Jean-Luc Mélenchon devrait clarifier sa position, oui, puisque ce sont des que députés de son groupe? Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon devrait être plus clair. Je l'ai connu entièrement républicain, je l'ai connu laïque convaincu, et je veux croire qu'au fond de lui-même, il l'est resté. Mais on ne peut pas maintenir cette ambiguïté, parce que dans un moment où les boussoles, les repères sont largement brouillés, il y a besoin, au contraire, de beaucoup de clarté de la part des dirigeants politiques. Toute forme d'ambiguïté est nuisible. On va évoquer les relations au sein de la gauche aujourd'hui, demain, pour les régionales, peut-être pour la présidentielle dans un instant. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Toujours avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, on parlait de Lionel Jospin tout à l'heure, de Feu la gauche plurielle, mais on va en parler encore avec vous, Salia. Olivier Faure, vous disiez tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon devait clarifier ses positions, notamment sur la laïcité, le droit au blasphème. Une grande échéance arrive dans 2 ans, 2022. J'imagine que vous écoutez attentivement ce que dit Jean-Luc Mélenchon en ce moment. Il était l'invité de France Inter il y a 3 jours. Écoutez-le. J'ai lu ce matin dans le Figaro que Hollande dit que les socialistes ne doivent pas s'abandonner à Jean-Luc Mélenchon. Ah bah, s'ils veulent, bien sûr que si. Ils sont les bienvenus, et je me sens une vocation de candidat commun, parce que je l'ai déjà été pour les communistes, et je l'ai été pour des milliers de socialistes qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle. Vous pourriez vous abandonner à Jean-Luc Mélenchon pour 2022 ? Je vais vous dire une chose, je ne suis prêt à m'abandonner à personne. Parce que la réalité, c'est que j'entends qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « je suis la République, je suis le Rassemblement, je suis ceci, je suis cela ». La réalité, c'est que pour construire le rassemblement, ça suppose qu'on ne commence pas par dire « je », mais par dire « nous », et faire en sorte que ce soit le collectif qui l'emporte. Donc moi, je souhaite que nous commencions par évoquer un projet
et que nous puissions nous retrouver. J'entends qu'il y a des gens qui disent « je veux bien le rassemblement, mais c'est moi qui suis le candidat, c'est moi qui fixe le projet, c'est moi qui. » Et justement, Eh bien, moi, je souhaite certains. que l'on puisse faire les choses dans l'ordre. D'abord, commencer par avoir un projet qui puisse rassembler toutes les forces de la gauche et de l'écologie, et ensuite, et seulement ensuite, se poser la question de savoir celui ou celle qui l'incarne le mieux. La crainte de certains de vos collègues, comme Stéphane Le Foll, c'est que vous vous effaciez derrière les Verts. C'est de dire Olivier Faure, c'est celui qui va éteindre la lumière au Parti socialiste et fermer la porte derrière lui. Et je crois que ceux qui ont failli l'éteindre la lumière, ce n'est pas ceux qui dirigent aujourd'hui le Parti socialiste, mais ceux qui l'ont précédé. Parce que la réalité, c'est que moi, quand je suis devenu premier secrétaire, il faisait 6% à l'élection présidentielle, et même ces 6% étaient en partie attribuables à Benoît Hamon, qui lui-même est parti du PS. Vous voulez Et dire donc, que la lumière était déjà bien éteinte. ça veut dire que je ne pense pas qu'on puisse m'accuser d'avoir été pour grand chose dans ce qui s'est produit. En revanche, s'il fallait regarder les choses, nous avons fait les élections européennes et nous avons refait 6% alors que Benoît Hamon était dehors, et nous avons gagné les élections municipales avec les écologistes et avec d'autres, et je pense que ça pourrait être porté à mon crédit plutôt qu'à mon débit. Est-ce que ce qui a été possible au municipal, c'est-à-dire des alliances locales avec des écologistes dans un premier temps, c'est le schéma dont vous rêvez pour la présidentielle? Oui, moi je rêve tout simplement que, comme le dit Lionel Jospin, puisque vous faisiez référence à lui, que les dirigeants de la gauche et de l'écologie soient capables d'un peu plus de sens de l'intérêt général et être davantage désintéressés de son sort personnel pour se soucier de l'intérêt collectif. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait bien que la seule façon d'y arriver, c'est d'être ensemble, désunis, avec 4, 5, 6 candidats au premier tour de l'élection présidentielle. On sait que c'est un deuxième tour, Le Pen, Macron. Donc, puisqu'on le sait, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que veulent ceux qui disent effacement, pas effacement, etc. Moi, ce que je veux, c'est que la gauche, elle puisse encore faire preuve de son utilité. Et son utilité, c'est d'abord de se rassembler sur un projet, puis ensuite sur une incarnation. Je ne dis pas qu'il faille que ce soit l'un ou l'autre qui soit dès à présent désigné. Je n'en sais rien. Je dis simplement que à chacun de faire la preuve qu'il est le plus, à même d'incarner le collectif. Yannick Jadot, ce serait une bonne incarnation pour vous? Mais pour l'instant, aucun de ceux qui sont candidats, pour moi, n'est une bonne ou une mauvaise incarnation. Il faut d'abord... Comment on va le choisir, ou la choisir, Olivier Faure? Ça se fait avec tout le monde autour de la table dans un coin, et un peu de fumée qui sort à la fin. Ça se fait avec des sondages et tout ça se décante. Ça se fait avec une grande primaire de la gauche. Le moment venu, je vous dirai quelle est ma position. Ce n'est pas le moment parce que je souhaite d'abord que nous nous consacrions à un sujet qui est le sujet du projet. Est-ce qu'il y a déjà des réunions sur le projet en ce moment? Est-ce que les états-majors, vous, les Insoumis, les Verts, génération de Benoît Hamon, vous voyez déjà pour parler dès le projet? week-end prochain, nous nous retrouvons pour parler du projet. Nous serons tous à la Charité-sur-Loire. Avec qui? Avec les écologistes, avec les communistes, avec les Insoumis. Une part des Insoumis. Il y a une part des Insoumis, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon ou d'autres personnes? Je crois que je ne sais pas exactement qui vient. Moi, je sais que je suis dans une table ronde avec Adrien Quatennens, par exemple. Et donc, l'un de ses bras droits. Voilà. Et donc, je souhaite que tout le monde puisse se parler, que nous puissions à la fois voir quels sont nos points de désaccord et les acter, et puis voir quels sont les points d'accord. Et moi, ce que je souhaite, c'est que personne ne se renie. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions être à même de produire un projet de coalition, où donc nous avons un projet pour gouverner pendant 5 ans ce pays sur un projet concret. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des points sur lesquels nous sommes en désaccord complet, mais qui ne seront pas dans le projet commun que nous porterons. Et c'est à cette condition-là, et à cette condition-là seulement, que nous pourrons avancer et faire en sorte que la gauche donne à nouveau un minimum d'espérance dans un pays qui est profondément troublé. Et le moment approche où les électeurs, les femmes, les hommes de gauche, celles et ceux qui attendent de la gauche qu'elle puisse les sortir de la situation dans laquelle ils sont, eh bien, exigeront de chacun d'entre nous justement cette capacité à l'unité, parce que c'est la seule façon de progresser. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci beaucoup à vous. Et bonne journée à vous.